Bonjour et bienvenue à cette troisième édition du Sommet des crypto-monnaies en compagnie de Paul et de Julien. Encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors Julien, pour ceux qui ne te connaissent pas, en fait cette année tu es là avec nous parce que tu m'aides pour le sommet des crypto-monnaies et en fait le but c'est que l'année prochaine ce soit toi qui gères les interviews parce que c'est ton métier et donc du coup tu es beaucoup plus professionnel que moi dans ce domaine et c'est pour ça que je préfère que ce soit toi qui fasses les interviews. Donc cette année je suis avec toi pour te présenter. Donc je vais te laisser te présenter vite fait pour ceux qui te connaissent pas et puis ensuite on présentera Paul s'il a encore besoin d'être présenté. Parfait. Donc ouais, alors c'est bon mon métier oui et non, hein. Je suis ingénieur de formation, tombé dans la finance à partir de 2018 et avec mes frères, on a créé un podcast qui s'appelle Balado 3.0, donc trois frères dans la trentaine qui parlent du Web3, d'investissement, trading, impôt d'immobilier, entrepreneuriat et psychologie parce que c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Donc voilà, et puis pour la chaîne YouTube, c'est Trilem Treelem.media. Parce qu'on a repris un peu le trilemme de la crypto, mais on l'a mis à notre sauce. Et voilà, donc pour la courte présentation. Et moi, aujourd'hui, je suis vraiment honoré de pouvoir parler avec toi. Paul, peux-tu te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient pas? Merci Julien, merci Stéphanie pour l'accueil. Très apprécié. Puis content de faire ta connaissance aussi, Julien. Moi, de mon côté, je suis dans les cryptos depuis 2016, dans les marchés financiers depuis plus de 10 ans. C'est ça. Après, quand j'ai connu les cryptos, parce qu'avant, j'étais dans les stocks, les options, les futurs. Quand j'ai connu les cryptos, j'ai rentré pour faire de l'argent comme tout le monde, puis je restais pour la philosophie. Et puis après, j'ai continué, j'ai créé ma compagnie pour former les gens en crypto, parce que je pensais que c'était vraiment important, puis je le pense toujours que c'est encore important. Puis aussi, j'ai mon groupe Crypto Recherche, où est-ce que je fournis des analyses sur le marché depuis plusieurs années déjà. Et c'est ça, je suis sur YouTube, sur Twitter. Je pense que maintenant, dans tout ce qui est crypto français, qui est une petite clique, je commence à être bien connu. Mais dans le monde entier, c'est ça qui est beau avec la décentralisation. Je sais pas si vous avez remarqué, avant, il y a 20 ans, quand il y avait une vedette, tout le monde connaissait la même vedette parce qu'il y avait juste un média de masse. Mais maintenant, on peut être des vedettes dans des petits secteurs. C'est vrai. Mais quand on sort de nos petits secteurs, personne ne nous connaît. Puis en fait, je pense que c'est mieux comme ça. T'as aussi écrit un livre en collaboration avec Alexandre qu'on a eu ce matin d'ailleurs, juste avant toi. Ouais, j'ai écrit la Bible du Bitcoin et des crypto-monnaies aussi en 2021, qui a été un des livres les plus vendus en tout ce qui est crypto. Là. Fait que ça aussi, ça a été une belle expérience. Et Alexandre disait que vous travaillez sur une version anglaise du livre. Est-ce que toi, tu projettes un jour de rentrer dans la sphère anglo? J'ai pensé, mais en fait, quand j'ai commencé en crypto, j'avais le choix soit de commencer en anglais ou en français. En tant que Canadien, on parle tous les deux langues, là, mais j'ai choisi le français parce que je trouvais qu'il y avait plus de besoins de ce côté-là, parce qu'il y avait que des chaînes en anglais. Puis je suis décidé de rester de ce côté-là. Donc, en ce moment, c'est pas merci. Smart move. Ouais. C'est pas un plan pour le moment d'aller du côté anglais. Avant qu'on commence, juste une petite précision, parce que l'année dernière, on a eu des commentaires à ce sujet. Les vidéos sont préenregistrées. Aujourd'hui, on est le 3 septembre 2024. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on est tous répartis sur des continents différents, avec des horaires différents, et c'est impossible de faire des lives sur une durée aussi courte qu'un week-end. Donc, du coup, on est obligé de préenregistrer à l'avance. Alors, du coup, on va commencer l'interview, et cette édition-là, on a décidé de l'axer un peu sous l'angle de l'information, de l'actualité, parce qu'on a l'impression que c'est un des trucs qui a le plus joué, on va dire. Alors c'est sûr que chaque cycle est unique, mais j'ai l'impression que ce cycle-là, il y a eu énormément de choses. Donc on a eu l'arrivée des ETF, pour citer à mon avis la plus grosse news. On a eu pas mal de choses aussi. On a eu l'émergence de nouvelles narratifs. On pense à l'intelligence artificielle. On a eu des personnages publics de la cryptosphère qui ont été arrêtés ou malmenés. On pense à Sisi. On pense aussi au CEO de Telegram plus récemment. Pas mal de choses. Je voulais savoir, Paul, toi, comment ça se passe à date? Comment tu vis ce cycle-là et qu'est-ce qui a été pour toi le plus mémorable? Ouais, ce cycle-ci, franchement, c'est le cycle, je dirais, que le sentiment a été le plus mauvais, le plus longtemps que j'ai vu depuis c'est le troisième de ces cycles-là que je suis en train de vivre. Puis,
Ouais, c'est ça. Sur 2 ans, ça fait 2 ans là, qu'on est en cycle haussier, selon Bitcoin en tout cas. Puis on a eu à peu près 3 mois que c'était le fun. Entre, disons, janvier et avril 2024. Puis tout le reste, c'est que de la souffrance psychologique pour les gens. Là. J'ai reçu plusieurs messages, là, c'est pas drôle. Je ris parce que c'est ça que le marché nous donne, puis c'est vraiment... Honnêtement, c'est pas drôle. C'est presque ironique parce que je reçois des messages de plus en plus de gens en détresse en ce moment. Ça fait 6 mois que le marché corrige. Mais vraiment, je pense qu'on a affaire, depuis que les institutions sont rentrées, on a un marché qui se transige un peu différemment, que vraiment le but, c'est d'extraire le maximum de valeur de tout ce qui est le retail, comme on parlait en pré-entrevue. Puis, ben ça passe par sortir les gens du marché au pire moment, puis faire entrer les gens dans le marché au pire moment aussi. Puis, les nouvelles sont 100% utilisées pour ça. Parce qu'encore une fois, ils ont réussi à nous faire le coup. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le top de 2017, c'était l'arrivée des contrats futurs sur Bitcoin, la journée même du top. Après, on n'a que corrigé. Donc, les institutions en ont profité pour shorter. Après 2021, on a eu l'IPO de Coinbase en mai 2021. Après ça, on a vu les cryptos chuter de 70%. Novembre 2021, c'était les ETF backés par les contrats futurs sur Bitcoin. Ça a été la fin du cycle haussier. Le bas du marché, comme on parlait, c'était l'ETF inverse Bitcoin en 2022 qui est arrivé. Donc, les gens qui ont acheté ça se sont fait complètement lessiver. Et puis là, on pensait que les ETF adossés à des contrats physiques, pas des contrats physiques, mais des bitcoins physiques allaient propulser le Bitcoin vers le haut sur le court terme. Ça a été plus la spéculation encore une fois, puis ça a été encore une fois un événement de liquidité que certains en ont profité pour vendre. Sur le long terme, aucun doute que c'est positif, mais sur le court terme, les nouvelles ont encore été utilisées pour induire les gens dans l'erreur, disons. Et est-ce que tu penses que, tu parles des retails, est-ce que tu penses que les retails sont vraiment déjà arrivés? Parce que c'est sûr que je pense que tout ce qui s'est passé, la mania des meme coins, c'est quelque chose qui doit parler au retail. On a eu justement au mois de mars, là quand c'est bien parti, clairement c'est la classe qui surperforme presque toutes les autres narratives. Bon, l'intelligence artificielle, il faudra regarder. Mais est-ce que selon toi, les retails sont vraiment arrivés à ce point-ci pour avoir autant envie de les écœurer? Il y a eu une vague de retail qui est arrivée entre janvier puis avril 2024 avec l'arrivée des ETF, mais c'était rien comparé à ce qu'on a vu dans les cycles précédents, dans les sommets de cycle. En fait, il n'y a aucune métrique de sommet de cycle des cycles précédents qui a flashé comme quoi c'était le sommet du cycle jusqu'à maintenant. Ça, c'est intéressant de le comprendre. Mais ouais, il y a eu des retails, mais beaucoup moins qu'en sommet de cycle. Puis, j'ai l'impression que ce qu'on est en train de voir vraiment en ce moment, là, c'est on essaie de faire sortir Bitcoin, les cryptos, des nouvelles le moins possible. Parce que j'ai dans ma famille plus éloignée, j'espère qu'ils n'écouteront pas la vidéo, des gens que c'est des bons indicateurs. Là. Quand ils se mettent à me parler de crypto, ben, c'est le temps de dégager du marché. Puis quand, à l'inverse, quand ils me disent « Ah ouais, les cryptos, ça va pas bien, Paul, hein? T'es-tu correct? Est-ce que ça va? » Ben, là, souvent, c'est les derniers moments de la correction. Ils t'ont dit quoi, là, au dernier repas de famille? Ouais, ben là, ça va pas bien. T'es-tu correct, Paul? Ok, parfait. Ouais, on est rendu là. C'est vrai que c'est intéressant de prendre de l'information comme ça autour de soi. J'entends beaucoup de youtubeurs aussi qui ont maintenant quasiment des métriques internes en disant en fonction des likes sur mes vidéos, du nombre de commentaires, ça peut les aider à quasiment eux aussi anticiper on va dire des tops de marché ou des bas de marché. Est-ce que toi, qui as une chaîne qui a quand même pas mal d'abonnés, est-ce que c'est des choses que tu utilises ou qui te permettent de pressentir un peu? Ouais, 100%. C'est plus que de nouveaux abonnés. C'est ça la métrique, là, c'est les nouveaux abonnés. Quand il y a une certaine quantité à chaque semaine qui arrive, c'est souvent un top de marché. Donc oui, c'est ça. On a eu des retails qui sont arrivés en 2024, mais ça n'a rien à voir avec les autres cycles. OK. Parfait. Alors, puisqu'on parle du cycle, donc on a assisté à quelque chose de tout à fait exceptionnel, c'est-à-dire que Bitcoin a fait un nouvel ATH avant le halving, et notamment propulsé par la news des ETF. Selon toi, qu'est-ce qui va se passer avec le cycle de Bitcoin? Est-ce qu'on
continue de penser que c'est une horloge suisse avec un rythme très précis de 4 ans et ça continuera toujours parce que Bitcoin a été pensé comme ça? Ou est-ce que l'arrivée massive des institutions pourrait, tranquillement pas vite, faire shifter les choses et changer un peu la temporalité des cycles? Ouais, bonne question, Julien. Pour qu'est-ce qui est des cycles, bon, c'est ça, jusqu'à maintenant, ça a été une horloge suisse, c'est vrai. Comme même maintenant, même si Bitcoin a atteint son sommet historique avant le halving, ça reste encore une fois qu'on a eu un cycle qui a eu un bas à peu près au même moment que les autres cycles. On a eu le même genre de montée, un peu plus rapide que les autres cycles. Donc, ouais, c'est sûr que je pense que les institutions vont finir par changer la partie. Même en ce moment, je pense que la partie est déjà changée, puis on le sait pas. Parce qu'il y a plusieurs théories. Il y a 2 théories. Je vais vous donner ma théorie, puis après ça, on va parler de la théorie des autres, parce que bon, j'ai plus de conviction envers la mienne. Souvent on le voit dans le marché, les institutions, quand ils sont dans un marché, ils vont front-run le marché, ils vont toujours presser en avance qu'est-ce qui s'en vient, à peu près de 6 à 9 mois. Là. C'est ça dans le marché des actions. Ça dépend des marchés. Là. Des fois, c'est plus court, des fois, c'est plus long. Puis là, étant donné que les institutions sont 100% dans le marché des cryptos, on s'entend qu'à chaque fois qu'on parle de marché ou de nouvelles dans les médias de masse, on parle de Bitcoin. Là, maintenant, c'est plus comme un truc qu'on parle pas, c'est la norme d'en parler. Je pense que ce cycle-là va être front-run, va être devancé pour le cycle qui s'en vient actuellement. Si le cycle n'est pas devancé, on aurait une fin de cycle en fin 2025, début 2026. Puis s'il est devancé de 9 mois à peu près, 6 à 9 mois comme qu'est-ce qu'on voit dans le marché, on pourrait avoir une fin de cycle début 2025 à mi-2025. Ça reste une possibilité encore. Moi, c'est mon optique principale. Par contre, c'est sûr qu'il y a toujours les gens qui vont parler de super cycle à un certain moment donné, que là, on verrait Bitcoin qui serait adopté comme l'or ou le marché des actions. Mais pour l'instant, tant qu'on voit les altcoins faire des x20, x30, x100, ça va corriger ces trucs-là. Là. Il n'y a rien de vrai. C'est que de l'air, que de la spéculation. Puis on est encore là, on s'entend qu'il y a de plus en plus de use case avec les cryptos, mais il n'y a rien qui est là pour durer avec l'évaluation qu'on va voir sur une bulle comme les précédentes. Donc ça, c'est la théorie que j'ai. C'est que je pense que le cycle va être en avance. Puis si on prend la théorie de Raoul Pal, qu'il y a le refinancement de la dette mondiale à chaque 4 ans, qui coïncide avec le Bitcoin, ça fait qu'on n'a pas le choix finalement de réimprimer de l'argent pour le cycle Bitcoin. Donc à ce moment-là, on verra encore un autre cycle comme on a maintenant, puis on verra encore un autre cycle en 2026 à 2029 qui se jouerait. Puis après, la théorie, c'est que là, on aurait l'intelligence artificielle qui arriverait. Puis ça, c'est quand même malade, ce truc-là. C'est qu'à un certain moment donné, il va y avoir plus de robots que d'humains sur la planète, de robots autant en forme logicielle que forme physique. Mm-hmm. Puis là, il n'y a plus rien qui va être prédictible à ce moment-là. Quand les IA vont s'améliorer elles-mêmes, les IA vont créer d'autres robots plus performants que ce qui existe déjà. On va se ramasser dans un monde où est-ce que la productivité va exploser parce qu'on va avoir des millions de robots qui vont travailler. Donc, tout le prix des actifs va finir qu'à descendre. Il n'y a plus rien qui va être prédictible, je pense, à un certain moment. Mais pour l'instant, on est encore dans ces cycles-là, donc aussi bien en profiter. Là. Et c'est intéressant. Attends, je voudrais juste faire un petit rebond. Je sais pas si tu as vu la dernière vidéo de Money Radar qu'ils ont sortie cette semaine là. Alors, je vous mettrai la jaquette de la vidéo dont je parle sur justement ce que pourraient préparer les États-Unis et notamment avec justement les bitcoins un peu comme une monnaie de réserve ou des trucs comme ça. Est-ce que tu as vu leur dernière vidéo, non? Non, j'ai pas vu. Pas vu encore. Écoute, moi je vais pas vous le spoiler, donc je vous mets la jaquette et je vous conseille vraiment d'aller la regarder. C'est super intéressant et surtout pour comprendre justement ce qui pourrait advenir à Bitcoin. Alors ça c'est le côté positif, le côté négatif c'est toujours par rapport à la dollarisation. Mais je vous invite vraiment à regarder cette vidéo, elle est très intéressante. Voilà, excuse-moi, je t'ai coupé, Julien. Non, il n'y a pas de souci. Ça me faisait penser en fait quand j'ai commencé à m'intéresser à Bitcoin, j'ai lu le classique Bitcoin standard.
et où on a vraiment toute cette étude de la création de la monnaie et des différentes périodes qu'il y a eu. Et c'est vrai que quand on parle de l'âge d'or, c'était un âge en fait où finalement les prix et les choses étaient assez stables. Et à l'inverse, c'est vrai qu'aujourd'hui nos penseurs politiques sont beaucoup plus dans une philosophie de il faut imprimer, il faut stimuler la croissance, etc. Mais tout ça est complètement manipulé en fait, parce que est-ce que c'est les actifs qui montent en valeur ou est-ce que c'est la monnaie de contrepartie sur laquelle on l'évalue qui est en train de baisser? Bon, on connaît déjà la réponse tous les trois, mais est-ce que c'est intéressant de voir, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait peut-être ramener une espèce de nouvelle période, une nouvelle stabilité sur des prix et d'une façon de vivre, une croissance en fait, parce qu'on sait que la croissance à tout prix, c'est pas soutenable aussi pour notre planète. Donc sans parler de décroissance, mais peut-être d'une croissance nulle, ça pourrait être intéressant. Ouais, il y a une théorie intéressante là-dessus, justement, qui pourrait faire du sens. Ça prouverait peut-être que les gens non élus qui décident, tous les chefs de banque centrale sont pas si idiots qu'on pense, là. La théorie, c'est la suivante. C'est qu'en ce moment, on n'a pas le choix d'imprimer de l'argent pour que le système financier adossé à de la dette survive. Pour résumer le truc, là, c'est par exemple le premier dollar qui a été créé, on devait déjà, par exemple, 1% d'intérêt. Donc, on devait 1 sou ou 1 centime dessus. Mais il y a juste $1 qui est créé. Donc, comment on fait pour rembourser un sou qui n'existe pas, mais il faut en créer un autre. Puis là, avec l'intérêt dessus. Fait que là, on est toujours obligé d'imprimer pour rembourser une dette de dollars qui n'existe même pas. Puis là, on est rendu à un point que juste les paiements sur la dette, c'est rendu insoutenable. Puis ça, c'est inévitable, comme toute civilisation qui a eu un effondrement. Comme tous les empires, comme les Romains, qu'est-ce qu'ils faisaient au début? C'était de l'argent en métal, c'est ça qui payait les soldats, puis à un certain moment donné, ils mettaient du plomb, de plus en plus de plomb, puis à un moment donné, l'argent valait plus rien pour les Romains, mais on est rendu là, on est rendu que le truc, c'est que du papier, puis que la courbe d'inflation ne fait que monter. Puis là, la théorie par rapport à ça, c'est que on essaie de tenir ce système financier-là jusqu'à ce que les robots arrivent puis viennent augmenter la productivité pour le vrai. À la place que... Parce que chaque dollar qui est créé, à partir de rien, comme qu'on voit actuellement par les banques centrales, il n'est pas compensé soit par du travail, de l'énergie ou du temps. Il est juste créé, puis nous-mêmes, les humains, on doit compenser ce dollar-là avec notre énergie, notre temps. C'est des dollars vides, finalement. Puis la théorie, c'est que les robots viendraient, à partir de 2030-2035, compenser tous ces dollars-là qui ont été créés avec une augmentation de productivité, puis on verra une espèce d'âge d'or de nouveau en 2030, 2040. C'est super intéressant, puis ce qui est cool, c'est qu'on va le vivre, a priori, si tout se passe bien. Ouais, si on reste en vie. Si on se tient en forme. Et penses-tu, toi, j'avais pas du tout prévu cette question, mais puisqu'on parle un peu de ça, est-ce que tu penses que l'or va continuer est-ce qu'il va coexister avec Bitcoin, ou est-ce que ça pourrait arriver, ce rêve que beaucoup de gens avaient, que Bitcoin un jour le remplace complètement? Ouais, bonne question, là. Ça, honnêtement, c'est pas ton philosophe, le décider, là, ça c'est sûr, mais je pense que l'or va rester parce qu'on voit déjà les pays BRICS qui accumulent de l'or pour faire une monnaie adossée à l'or, à ce qu'on dit, là. On sait jamais. Faut se rappeler que tout ce qu'on lit, si on le sait, c'est déjà trop tard, là. mais bon, c'est ça qu'on sait jusqu'à maintenant, qu'ils veulent faire une monnaie adossée à l'or. Donc ça resterait pour un moment. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, si on vient une race interplanétaire, l'or, ça marche plus. Là. On va pas commencer à envoyer des tonnes d'or sur Mars ou ailleurs. Puis là, ça prend un truc, justement, qu'on peut faire des transferts interplanétaires. Puis là, Bitcoin ferait du sens. Mais là, on parle dans plusieurs... Là, on sera plus là pour le voir, celui-là. On sera plus là. Ou alors il faut se faire cryogéniser. Comme on dit, on est la génération qui est née trop tôt pour aller sur les autres planètes, trop tard pour avoir l'immobilier à faible coût, puis avoir... mais on est là pour les cryptos. Voilà, juste au bon moment. On a eu les cryptos. C'est cool. Bon, parfait. Alors, on va retourner sur les narratives. Par contre, à moins que Stéphanie, tu veux réagir, ouais. Ouais, j'ai écrit un article là-dessus il y a 2 ans, je crois. C'est sur mon blog, si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans la description. Il faut comprendre que pour que Bitcoin soit un jour une valeur refuge, enfin,
pas valeur refuge, mais pour qu'on puisse l'utiliser dans les échanges internationaux ou pour remplacer le pétrodollar ou ces choses-là, il faut comprendre que le Bitcoin doit être à un prix beaucoup plus élevé qu'il n'est présentement, parce que les échanges qu'on fait dans le commerce international, c'est des milliards et des milliards de dollars à tous les jours qui se traitent. Et je vous rappelle que le Bitcoin est limité à 21 millions de dollars, 21 millions de Bitcoin, et que il y en a beaucoup qui ne sont pas utilisés parce qu'ils sont stockés, parce qu'ils ont été perdus, parce que c'est les comment on appelle ça, BlackRock et compagnie qui les ont, bref, les exchanges, etc. Donc, partons du principe qui est que la moitié des Bitcoins disponibles, il faudrait que le Bitcoin fasse plus de 1,5 million de dollars pour un Bitcoin pour soutenir les besoins dont on a, les besoins en termes de dollars dont on a besoin pour faire tous les échanges de commerce internationaux. Donc, tant que le Bitcoin n'est pas à 1,5 ou 2 millions, peut-être même 3 millions de dollars, ça va être compliqué de remplacer par exemple le dollar par le Bitcoin. Voilà. Ouais, il est juste pas prêt, quoi. Mais ouais, c'est juste une question de valeur, finalement. C'est parce que on en avait déjà parlé, mais c'est possible, ça peut servir de valeur refuge, ça peut servir aussi dans les échanges internationaux ou pour le pétrodollar. Regarde, les BRICS sont déjà même acceptés de vendre du dollar avec des bitcoins. Donc, en pratique, c'est possible. La seule chose qui manque à Bitcoin, c'est sa valeur. Mais ça peut aller très vite. Ouais, ben on a vu comme Donald Trump qui annonçait une réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis. C'est ça. Puis s'il rentre, puis il fait vraiment une réserve stratégique de Bitcoin, plusieurs pays vont suivre. Puis là, on pourrait voir un Bitcoin à $1 million en 2030. C'est quelque chose de possible à ce moment-là. Et puis je reviens sur la vidéo de Monnaie Radar parce qu'elle parle de ça et il parle de ça, c'est un collectif. Cette vidéo est vraiment géniale. Ça montre vraiment tout ce qui est caché derrière, pourquoi les Américains font ça et qu'est-ce que ça implique justement pour le dollar on est en pleine période de dédollarisation et un des seuls moyens de faire en sorte que les gens utilisent encore des dollars pour leurs transactions, ça serait de passer par les bitcoins en forçant l'achat de bitcoins avec des stablecoins qui sont eux-mêmes backés sur le dollar américain. Donc c'est tout un cercle virtueux, si je peux dire. Et je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo qui est très intéressante. On a parlé d'intelligence artificielle un petit peu. Je sais que toi, tu t'es exposé très très tôt sur cette narrative et tu as pu en faire, tu as pu le partager avec ta communauté. Selon toi, je voulais un peu te questionner sur donc toute cette histoire de narrative. Quelles sont les narratives qui restent intéressantes à ce moment-ci du cycle? Est-ce que tu penses qu'il y en a qui ont été beaucoup trop hypées et elles présentent un potentiel de gain moins intéressant? Et à l'inverse, est-ce que tu vois des narratives dont on a encore trop peu parlé et qui auraient de bonnes chances pour le reste de ce cycle-là? Ouais, bonne question. Là, en ce moment, pour le cycle, je pense qu'il y a des narratifs qui sont inévitables, comme l'intelligence artificielle. À chaque fois qu'il y a une nouvelle qui va sortir, là, comme OpenAI, qui lève de l'argent maintenant, là, une valorisation de 100 milliards de dollars, ou tel nouveau logiciel qui va sortir et qui fait des images incroyables, ou du texte ou vidéo, ça va donner un coup sur les cryptos d'intelligence artificielle. Fait que je pense que ça, c'est pas terminé comme narratif. Quoique si on regarde l'intelligence artificielle, le problème qu'on a actuellement, que je comprends, c'est qu'on est un petit peu comme avec Internet dans les années 90, là. C'est que on sait que ça va changer le monde, c'est inévitable, mais on ne sait pas comment l'utiliser. Comme on ne savait pas comment utiliser Internet dans les années 90, on ne savait pas qu'on allait pouvoir parler comme ça là, en vidéo, en live. C'est quand même des trucs incroyables qui sont arrivés, des YouTube, les médias sociaux, les nouvelles. Bon, c'est ça, avec l'intelligence artificielle, la plupart des gens l'utilisent comme si c'était Google là, pour faire des recherches, mais ça va beaucoup plus loin que ça, là. On peut l'utiliser pour des trucs c'est pas encore engrainé dans la conscience humaine à quel point on peut utiliser les intelligences artificielles. Puis à un certain moment donné, les humains ne seront plus la race la plus intelligente sur la planète, ça va être les IA qui vont être plus intelligentes que nous. Puis on va se ramasser dans un dilemme important. Mais bon, si on revient sur les narratifs, l'intelligence artificielle, je pense qu'il y a encore une vague, mais à un moment donné, probablement là, qu'on va taper un moment qui va avoir une grosse correction, là, peut-être 2025-2026, parce que on sait pas comment les utiliser encore. Là, on a juste ChatGPT, puis on fait des images. Puis...
comme tu dis, tu sais, si on prend la courbe de Gartner, justement, on est un Ouais. peu en haut de cette courbe, justement, parce que ça coûte plus cher. C'est-à-dire qu'on dépense des milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. Donc, on dépense plus que ça ne rapporte. Et pourquoi? Si je te rejoins, parce qu'on ne sait pas comment l'exploiter. Ouais, exact. Puis ça prend du temps. Tu sais, c'est un peu comme on voit tous les gens là, les influenceurs. Moi, je me considère vraiment pas comme un influenceur, là. Je suis juste un mec qui dit ce qu'il pense du marché, là. Mais les influenceurs, eux, veulent influencer les gens à penser qu'un projet est bon ou. Moi, je pense qu'il faut laisser les développeurs développer, leur laisser le temps que la technologie soit vraiment utilisée. Il n'y a aucun intérêt de payer quelqu'un pour parler d'une technologie si la technologie va pas d'elle-même aller chercher les utilisateurs. Parce que ce qui est intéressant avec les technologies, c'est que si vraiment une technologie est bonne et est meilleure que les autres, t'as pas besoin de promotion, t'as pas besoin de marketing, ça va se faire tout seul, les gens vont l'utiliser parce que c'est meilleur tout simplement. Ça fait que d'utiliser des influenceurs pour parler de projets qui sont pas encore prêts, que c'est que des idées, des white papers, que c'est pas développé, ça crée que du vent, là, des conneries. C'est ce qu'on a vu avec Ouais. OpenAI quand ils ont ouvert en novembre 2022, je crois quelque chose comme ça de mémoire. En l'espace d'une semaine ou 15 jours, je sais plus, ils avaient battu tous les records historiques d'utilisateurs dans le monde entier. Donc ça démontre vraiment ce que tu es en train de dire. S'il y a un pouvoir, s'il y a un potentiel, les gens vont le voir par eux-mêmes, ça va faire boule de neige. Ouais, exact. Ben, t'as déjà vu un influenceur payé par Bitcoin pour parler de Bitcoin? Ça existe pas. Non. D'Ethereum, est-ce qu'il y a des influenceurs Ethereum? Il y en a pas. C'est juste parce que la tech Mm. était bonne, puis elle servait à quelque chose. Bon, Ethereum, il y a mieux, mais c'était quand même révolutionnaire quand c'est sorti de faire des smart contracts puis d'éliminer des intermédiaires. Ça fait que pour revenir au narratif, je pense que l'intelligence artificielle va continuer. On a aussi tout ce qui est les infrastructures décentralisées, là, le DePIN, que les gens appellent comme si c'était nouveau en 2023. Mais ça existe depuis 2017, là, tous les projets qu'on utilise des GPU, des ordinateurs, on les combine ensemble, puis les gens sont récompensés avec un token, ou ça prend le token pour l'utiliser. Donc, tous les renders, Akash, Theta, LivePeer, ça aussi, ça va de ce côté-là, parce que là, on réalise que pour faire fonctionner l'IA, on a besoin de puissance de calcul. Puis la puissance de calcul coûte cher, donc là, les infrastructures décentralisées sont beaucoup plus, sauf des coûts, là. Puis là, on a vu comme Akash est utilisé dans un projet de NVIDIA pour le vrai. Puis je pense que quand il va y avoir à un moment donné un projet de crypto qui va être utilisé à grande échelle par une grande compagnie comme NVIDIA, là, ça va faire une autre explosion à la hausse pour tout ce qui est d'épines, quand ce sera le moment. Mais là, on le voit déjà, là, ça s'en vient. C'est là, en fait. C'est maintenant. Là. Puis ça, c'est intéressant de le voir. Fait que de ce côté-là, je pense que d'épines, il n'y a pas de souci là-dessus. Tout ce qui est aussi les Layer 1 qui sont vraiment utilisés. En fait, les compagnies qui sont établies, là, leaders de catégorie, là, comme, si on veut, tout ce qui est une utilisation, comme Ethereum, Solana, Avax, Near, qui commencent à être utilisés. Tu vois les métriques qui montent. Ça, il n'y a pas trop de stress là-dessus. Le gaming, je pense qu'il va y avoir un narratif là-dessus qui est imminent. Bon, ça fait 1 an que je dis ça. On a eu un narratif en début 2024. Mais là, c'est parce que je regardais les financements pour les jeux vidéo. Depuis 2022, il y a eu des milliards qui ont été investis pour créer des jeux qui sont de qualité, qui utilisent la blockchain. Puis là, il y a le premier jeu qui arrive, là, qui est Off the Grid, qui arrive sur PS5, Xbox. Ça pourrait créer un narratif gaming. Puis on se rappelle de Axie Infinity en 2021. Ouais, c'était fou. Ah, c'était fou. Le truc a fait x300. C'était le seul jeu qui était utilisé, mais tous les autres cryptos qui se prétendaient des bons des jeux, là, on s'entend qu'il y a pas vraiment de bons jeux en crypto à date, ont explosé à la hausse. Donc je pense que ça s'en vient aussi. Tokenisation des actifs réels, là, ça, je pense que j'en ai assez parlé aussi. Est-ce que tu penses pas qu'on est peut-être un petit peu trop tôt dans le real world asset? Est-ce que tu penses que les gens sont prêts à comprendre tout le potentiel de ce narratif? Encore une fois, Stéphanie, on s'entend que c'est un narratif qui existe depuis 2016. Il y avait des projets de tokenisation d'actifs réels. J'avais investi dans des ICO là-dedans, mais ça ne levait pas parce que c'était pas à la mode. Mais là, maintenant que on a BlackRock qui en parle, puis que là, on parle de faire vraiment que la bourse devienne sur blockchain, puis de faciliter les transactions, la propriété sur Internet, là, finalement, comment qu'on définit qu'est-ce qui est à quelqu'un sur Internet quand on peut le copier en un clic, mais ça prend la blockchain. On est rendu au point que ça va être utilisé, mais encore une fois,
je pense que dans la courbe de Gartner, on est dans le haut, là, on s'en vient dans le haut parce que les systèmes sont pas prêts. Là. On est encore vraiment archaïque, puis ça va être long de passer de qu'est-ce qu'on a actuellement à vraiment blockchain. Mais il y a encore un narratif qui s'en vient là-dessus, selon moi, si on a une continuité du cycle aussi. Là. Et puis avec l'intelligence artificielle, les robots vont trouver comment faire pour rendre ça accessible et facile. Du coup, ça va relancer l'autre, etc. Ça va se nourrir par eux-mêmes. Ouais, ben c'est parce que c'est inévitable, toute la tokenisation des actifs réels, parce que on s'entend que les robots vont devoir faire des transactions entre eux, là, tous les agents autonomes, puis ça prend des blockchains pour faire ça. Puis ça prend des actifs réels tokenisés, sinon comment est-ce qu'un logiciel va déterminer que ta maison appartient, tu sais, quand c'est tout papier avec des notaires, ça fonctionne pas. Là. Ça prend des trucs sur blockchain accessibles aux IA. Et ça prend des contrats intelligents. Ouais. Tout est lié, hein, c'est une blockchain. Hein. Ouais. C'est ça. Ah, c'est intéressant. Il y a la DeFi aussi, on voit qu'il reprend un peu de force. C'est vrai que si sur le dernier cycle, donc on a vu l'arrivée de la DeFi, on a eu les NFT aussi. Bon, il y en a un qui est mort, l'autre qui est toujours là et qui a l'air de reprendre un peu des couleurs. À ton avis, est-ce que, enfin, on essaie de se projeter comme ça, on a l'impression que tout a été inventé à chaque fois, et puis il y a toujours un truc qui sort et on se dit, ah fuck, je l'avais pas vu venir celle-là, cette curveball là, tu sais. Est-ce que il y a des narratifs pour toi, c'est évident que c'est vraiment un feu de paille et ça ne tiendra pas? Et à l'inverse, est-ce que parce que je sais que tu avais fait des vidéos par exemple sur certains par rapport au stablecoin aussi, en fait tu as été une des personnes qui m'a amené à réfléchir là-dessus et à me dire attends, il y a peut-être d'autres narratives qu'on n'a pas du tout dans le radar qui sont là qui volent tu vois à bas niveau et qui sont prêtes à s'envoler. Est-ce qu'il y en a quelques-unes comme ça que tu as identifiées? Ben ouais, Flatcoin, comme justement avec les stablecoins, ouais, ça c'est des stablecoins adossés à justement des paniers d'actifs qui sont pas des dollars, là, faire autre chose pour avoir une stabilité. Ça peut être de l'or, du Bitcoin, ça peut être un contrat short et long Ethereum, des trucs comme ça. Là, ils sont en train d'explorer, puis c'est ça qui est beau, là, c'est que enfin, avec des projets comme ça, on a la chance d'explorer une monnaie qui va être adossée à d'autres choses que du dollar US ou de l'or. En tout cas, un truc qui a été décidé par un gouvernement. Puis c'est ça, je trouve, qui est un peu comme la philosophie de Bitcoin, que finalement, on a la décentralisation d'un système monétaire ou de BitTensor, que le meilleur modèle IA gagne. Ben, comme Reserve Right, justement, qu'on parle, qui fait des flatcoins, ben, ça, c'est que le meilleur modèle de stablecoin gagne. Puis ça va être le marché qui va décider. Puis ça, c'est beau de voir ça, là, vraiment. Puis moi, c'est des projets, justement, comme ça, qui m'excite le plus parce que franchement, j'ai un dégoût majeur en ce moment de beaucoup de projets puis de gens de l'écosystème crypto. Il n'y a pas beaucoup d'innovation en ce moment. Puis je pense que justement les narratifs que tu parles qui sont un peu sous les radars, peut-être qu'il va y avoir un nouveau truc qui va arriver, mais je pense qu'ils ont déjà existé soit en 2017 ou en 2021, puis il faudra dépoussiérer les vieux narratifs, si on veut, là, qui vont arriver à un certain moment. Pour l'instant, moi, je reste sur les narratifs évidents qu'on a parlé. Puis, ça va arriver par surprise. Vous vous souvenez, les Metaverse en 2021? C'est vrai. Personne ne savait c'était quoi ce putain de mot-là. Puis tout d'un coup... Puis d'un coup, Facebook surnomme Meta et... Ah, c'est que ça qu'il fallait acheter. Là, tu sais, ouais. Fait que, je pense qu'on va être surpris à un moment donné dans le cycle. Puis il faut juste rester ouvert à ce qui s'en vient. Parce que souvent... Là-dedans, c'est une partie d'attention. Il faut rapidement être capable de comprendre le truc. Puis, OK, on spécule. Les gens veulent spéculer, on y va. Là. Puis, c'est pas parce que la technologie va être adoptée comme les Metaverse, ce sera pas avant 2030 encore, peut-être. Mais il peut y arriver une autre vague qui sort de nulle part parce que Meta sort un truc ou les lunettes VR commencent à être cool. C'est ça, c'est qu'il y a des grosses hype, mais les dépenses engendrées là-dedans sont plus fortes que les retours parce que justement les technologies sont pas prêtes ou on sait pas comment l'exploiter comme tu disais tout à l'heure et c'est toujours la même histoire au final avec la technologie. J'ai lu un truc que j'ai trouvé intéressant. Il disait souvent on a tendance à chercher les narratives en pensant que les prix vont monter dans les bonnes narratives, mais que c'est plutôt l'inverse, c'est les prix qui montent et ensuite les gens se racontent une histoire pour justifier que le prix a augmenté.
Et tu vois qu'il y a beaucoup de projets qui jouent un peu là-dessus aussi. On a beaucoup de tokens qui ont été rebrandés ou des fois qui vont se positionner autrement, qui étaient axés plutôt. On pense à Theta par exemple qui a dit tiens, on va redire un petit peu c'est quoi notre mission. Ou Nier qui a fait quelques petits pivots comme ça. On a des nouveaux tokens des fois qui sont juste on va relancer. Je crois que c'est il y a c'est Compound, je pense, ou un autre qui a changé de nom il y a pas longtemps pour repartir sur une nouvelle charte. Et on voit que les gens sont quand même sensibles. Ils disent comment est-ce que l'argent rentre. Les gens cherchent des nouveaux projets, cherchent des nouvelles histoires et des beaux graphiques en se disant c'est son premier cycle, donc il y a plus de possibilités que le prix monte. Et on dirait que les compagnies sont de plus en plus sensibles à ça et vont le mettre dans leur stratégie de lancement de tokens et tout ça. Ouais, je pense qu'il y a comme deux trucs à faire à séparer là-dedans, là, dans ce que tu viens de dire. Parce que c'est vrai que oui, il y a des projets qui se sont pivotés légèrement, rebrandés. Comme si on pense à Nier avec l'intelligence artificielle, oui, c'était pas un projet d'intelligence artificielle au début, mais ils ont vraiment un truc d'intelligence artificielle avec la data availability, le chain abstraction maintenant, que tu vas pouvoir utiliser les smart contracts même sur Bitcoin si tu veux. Ouais, fait eux, ils ont pivoté, mais c'est vrai, il y a une technologie pour backer le pivot. Le danger, c'est les projets qui vont se brander le narratif de l'heure. Ils vont être. Au début, c'était un projet de metaverse, ça s'est rendu gaming, il est rendu IA, puis il est rendu Dépin, puis tokenisation des actifs réels. Puis tu regardes, est-ce qu'il y a quelque chose pour, est-ce qu'il y a quelque chose pour backer ça? Ben, il y a rien. On l'a écrit sur notre site web, c'est vrai. C'est la connerie. Puis c'est là le danger, c'est vraiment des projets qui se spécialisent dans rien, puis qui font que surfer des mots. Ben, c'est ça qui est dégoûtant dans cet écosystème-là. Parce qu'il y a beaucoup de projets, en fait, qui ont levé des fonds. Ben, ça, on pourrait parler de levée de fonds aussi, si vous voulez, mais si on parle du projet à l'intérieur, qui ont levé des fonds, qui ont bâti un truc que personne n'utilise, puis qui ont plus d'argent. Ils sont pris avec une merde que personne ne va utiliser jamais, plus une scène, puis là, leur seul moyen, c'est d'essayer de faire monter le prix de leur token pour vendre ce qu'ils ont, là, tu sais, peut-être, là, s'il leur reste des tokens. Ouais, oui, c'est un corner, quoi. C'est ce qu'on pourrait aussi appeler un meme coin aussi. Un truc qui sert à rien, à part la spéculation, quoi. Mais tu vois, bah, ça fera peut-être un lien vers la tokenomics aussi, mais on en parlait juste avant avec Alex, et on disait que pourquoi beaucoup de gens se sont intéressés au meme coin, c'est qu'il y en a, pas tous, attention, il y a 99% de merde, mais il y a quelques bons projets qui avaient un fair launch puis une tokenomics qui était plus intéressante qu'à la limite des bons projets avec des bons fondamentaux, mais qui derrière, toi, petit retail qui achète, tu partais vraiment avec une tokenomics beaucoup moins intéressante. Toi, c'est quoi les choses que tu surveilles au-delà du fondamental? On a compris que tu es quelqu'un qui aime bien comprendre la valeur avant de mettre les dollars, mais est-ce qu'il y a des choses pour toi qui sont obligatoires à bien vérifier dans la tokenomics particulièrement? Qu'est-ce que tu surveilles? Ouais, ben la tokenomics fait partie du fondamental, là. Ça fait que pour mettre un point là-dessus, plus qu'il y a de gens qui peuvent domper des tokens qu'ils ont reçus gratuitement, ben moins que c'est intéressant comme projet, là. Je pense que ça c'est évident là, parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de capital qui vont entrer dans des petits altcoins. Fait que là, si en plus tu as des gens qui veulent monétiser un truc qui vaut 0$ en le dompant, ben c'est pas bon pour le prix. Ça fait partie des fondamentaux de comprendre à quoi sert le token, qui va avoir ce token-là, puis est-ce que ces gens-là ont intérêt à le vendre ou pas, là. Puis on s'entend que la plupart des gens, moi, ce que je trouve complètement dégueulasse dans l'écosystème crypto, c'est que les gens font des ICO, ok, vendent des tokens contre de l'argent. Good, ok. Fait que là, t'as monétisé un truc qui valait rien pour de l'argent, bravo, là, t'as levé 10 millions. Mais en plus, on va se garder 30% pour l'équipe, puis marketing, puis réserve. Finalement, il y a 70% qui a différents noms, là, réserve, stratégique, team, advisor, tel mot qu'on n'est pas sûr que ça veut dire. Mais 70% des tokens sont à eux. Fait que non seulement ils ont levé 10 millions en vendant 30% des tokens, ils ont gardé 70% des tokens qui eux-mêmes vont revendre contre de l'argent encore. C'est ridicule. C'est complètement ridicule. Puis un token ne donne aucun droit de propriété sur une compagnie. Ça, il faut le comprendre. C'est pas une action. Ouais, ça fait qu'overall, ce que j'ai à dire, tokenomics, c'est très important de comprendre ça. Puis surtout le hype. On s'entend que c'est que du hype, les cryptos, là. On est sur des startups
Donc, oui, les fondamentaux pour les bonnes cryptos dans les bons narratifs, mais après, faut être capable de surfer le hype puis de dégager quand on a fait des gros profits. Parce qu'on s'entend que si une crypto fait x50 ou x20, c'est pas sa vraie valeur, là. C'est que du hype à ce moment-là. Là. Puis il faut être capable de capitaliser là-dessus. Puis c'est là, je pense que beaucoup de gens se perdent parce qu'ils pensent qu'on investit dans Apple ou dans Google ou Microsoft. Bon, on n'investit pas là-dedans. On investit dans la compagnie qu'un mec qui vit chez sa mère dans son sous-sol a créé un token, puis va faire un beau site web, puis dit que ça va être bon. Oui, il y a peut-être des gains à faire pendant 6 mois dessus, mais à un moment donné, il faut dégager. Là. Et puis, on est dans des technologies, et donc forcément, ça a forcément une durée de vie beaucoup plus courte, parce que c'est des nouvelles technologies on sert de cobaye, on les teste, ces technologies. Et comme tu disais, on les améliore. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends Filecoin, qui est un truc de stockage, moi j'avais déjà investi là-dessus en 2017. Personne n'en parlait, c'était un truc vraiment on comprenait pas quoi. L'important c'est alors que maintenant, donc 2 cycles plus tard, en 2024, ça fait partie des narratifs à la mode. On a besoin de stockage, etc. Donc ça évolue, mais on peut pas savoir à l'avance. Je veux dire, Filecoin a eu de la chance de résister à 2 cycles, à 2 bear markets, mais il aurait très bien pu se casser la gueule entre-temps et un autre aurait pris sa place. Ça veut pas dire que le narratif était pas bon. Ça veut dire que il faut pouvoir survivre à 2 bear markets. Donc, une monnaie si t'es dans un très bon narratif et que cette monnaie fonctionne maintenant, ça veut pas dire qu'elle sera encore en vie dans 10 ans. Par contre, le narratif, peut-être que oui, lui. Donc, c'est 2 choses différentes. Et en bourse, tu as raison de le signaler, une société comme Apple, il y a de fortes chances, en tout cas je leur souhaite, Apple pas forcément, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des durées beaucoup plus longues. Et si elle est là en 2017, normalement, elle est censée encore être là après, parce que c'est pas une start-up, comme tu dis. C'est pas des tests. C'est une société qui est là depuis longtemps, qui a fait ses preuves, qui est solide. Et c'est des mentalités différentes. Ouais, puis ça m'amène à parler d'un truc que j'avais parlé avec mon groupe. Là, c'était la durée de vie de chaque crypto. Chaque projet crypto a une durée de vie. Là. Un meme coin a une durée de vie. Un projet crypto a une durée de vie. Puis il faut être capable d'estimer la durée de vie d'un projet avant d'investir. Parce que moi, je vois souvent des gens, moi, si je veux investir pour 10 ans, là, puis rien faire, Paul, qu'est-ce que tu me conseilles? Ben, c'est juste pas dans les cryptos. Ouais, dégage de là. Si, il y a le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est le seul. Le Bitcoin. Ouais, c'est ça. Pour peut-être 10 ans, mais après, je sais pas. Fait que on a ça. C'est vraiment la durée de vie, il faut être capable d'évaluer avant de se dire, OK, est-ce que non seulement la crypto que j'investis va être capable de survivre à la fin du cycle actuel, mais même d'autres cycles. Puis je pense que là, les gens se perdent en pensant que parce qu'il y a un mot qui sort de la bouche d'un mec sur un écran sur YouTube, qui est le mot d'une crypto, c'est extraordinaire, mais c'est juste... Il y a tellement d'intérêt, là, puis on s'entend que tout est une partie d'incitatif dans la vie, là, comme Bitcoin, pourquoi ça fonctionne? Parce que tous les incitatifs sont alignés. Puis ça amène à parler des influenceurs ou des gens sur Twitter, YouTube. Plus je rentre dans la game, là, ça fait longtemps que je suis là-dedans, je connais tout le monde dans l'écosystème français, je connais les projets qui veulent lever des fonds, je sais quel projet fait des offres pour avoir de la promotion. Puis quand je vois les gens faire leurs posts en faisant semblant qu'ils sont objectifs, qu'ils sont pas payés par un projet, ou c'est épouvantable ce qu'on voit complètement. Les incitatifs sont pas alignés parce que, par exemple, les petits YouTubers, ça c'est un truc qui est difficile, je pense, pour les YouTubers qui commencent, c'est que ils font aucun argent, pas avec leur chaîne YouTube, pas avec rien, puis là, ils se font proposer des deals, puis ça c'est comment qu'on pourrait dire ça, là? C'est le piège, la femme à la robe rouge là, dans la matrice, là, que si t'arrives à, je sais pas, un nombre d'abonnés, à 10 000 abonnés, tu te fais proposer des trucs, on va te donner 3 000 balles si tu parles de ça, 5 000 balles ici, 10 000 là, 500 là. Mais là, les gens tombent dans ce vice-là de parler de projet, puis ils travaillent pour le projet et non pour leur communauté. Puis ça, c'est que ça qu'on voit. Puis après ça, les gens ont aucune opinion. Ça je l'ai vu en partant à mon groupe Crypto Recherche. Chaque fois que je dis un truc sur Crypto Recherche, tout le monde a le même avis que moi tout d'un coup dans l'écosystème crypto.
C'est incroyable. C'est comme, je pense que 5% des gens qui ont des vraies idées, puis les gens font que copier les autres pour se rassurer. C'est pour ça que quand je me trompe, tout le monde se trompe. C'est comme ça maintenant. Du coup, c'est facile à repérer. Je me souviens sur Theta en 2021, je parlais de Theta, je pensais qu'on allait avoir une autre vague haussière. Mais là, vu que je parlais de Theta, bon, non seulement, les gens qui me suivaient depuis le début ont fait plus que x100, mais pour une deuxième vague, là, on s'est fait un peu démonter. Tout le monde parlait de Theta comme si c'était bon, mais là, quand ça descend, mais c'est Paul qui en a parlé, c'est pas moi. Chargé coupable. Hein. Ah, c'est ouais, ça, c'était un peu quelque chose que je vis actuellement là, dans la correction du marché. Je me rends compte à quel point c'est un marché qui est pourri de l'intérieur d'une certaine manière, puis ça va être probablement mon dernier cycle en public. Là. Je vais prendre une grande pause publiquement. Là. Je vais continuer mon groupe Crypto Recherche pour ça. Là, je suis en train de vous parler de ce que j'ai sur la tête en ce moment. C'est une réflexion que j'avais hier. Parce que c'est la vraie vie est dehors. Là, des fois, je peux lire ce qu'on me dit à l'écran, que des bons commentaires, mais des fois, on peut être affecté par les mauvais commentaires. Puis je me dis, j'ai pas envie d'être affecté par ça. Quoique ça forge le caractère, là, mais j'ai pas envie d'être affecté par ça. Ben, t'as tout à fait raison, d'autant plus que si les gens sont pas prêts à assumer leurs propres responsabilités en termes d'investissement et qu'ils remettent tout ça sur les autres, c'est qu'ils ont rien compris à l'investissement. Donc, c'est encore plus dommage pour toi que ça t'affecte par des gens qui ne seront jamais investisseurs de leur vie au final. Ouais, ben je pense que c'est une question de proportion, là, tu vois, comme je pense qu'il y a peut-être 0.1% de gens qui sont vraiment pas bien puis qu'il faut qu'ils rejettent leur saloperie sur les gens. Mais là, plus que tu as d'abonnés, plus que le 0.1% de gens devient, au début, c'est une personne, après c'est 10, après c'est 100, après c'est 300 dans la semaine. C'est comme, ça commence à peser un peu. Puis bon, honnêtement, de mon côté, je vois ça comme une façon de forger le caractère, fait que ça va, là. Je pense que c'est l'esprit de guerrier. Mais sur le long terme, c'est un peu usant, là, je dirais, surtout, Ben je trouve ça... merci pour d'être authentique avec nous et de nous partager ça, parce que c'est sûr que l'esprit est fait comme ça. Bon, moi, j'ai travaillé longtemps en service à la clientèle, plus de 10 ans, et tu sais comment une mauvaise interaction client peut ruiner ta journée, alors qu'à côté, tu as eu des super bons clients. Et tu vois, là, justement, j'ai quitté mon emploi samedi, et j'ai reçu beaucoup d'amour pour me lancer temps plein en crypto, et j'ai reçu beaucoup d'amour des clients que j'ai accompagnés pendant des années. Et on dirait que peut-être que ça te fera la même chose si tu mets fin à cette carrière publique, ou du moins temporairement pour pouvoir te ressourcer. Je pense que tu vas recevoir beaucoup d'amour aussi de tous ceux qui ont beaucoup grandi avec toi. Et c'est vrai que tu as raison, il y a plein de gens qui prennent pas leurs responsabilités, ça c'est dramatique, mais on pourra rien faire pour ces gens-là en fait. On peut pas sauver tout le monde, mais je pense qu'il y en a certains que tu as pu influencer positivement, et j'espère que tu pourras garder vraiment ce côté positif de tout ça, quoi. Yes. Puis pour revenir à ce que tu disais, là, pour que les gens apprécient, je le vois là, dans les commentaires, c'est comme chaque vidéo que je fais, il y a 400 commentaires de gens qui adorent. C'est vraiment une belle position, honnêtement. Puis ça, pourquoi je fais ça, dans mon corps, en fait, ça a changé avec les années. Au début, c'était vraiment pour faire connaître les cryptos, parce que je pensais... au début, là, quand on connaît les cryptos, on pense que tout va être révolutionné. Puis là, à travers ça, j'ai appris davantage sur le marché. Puis là, vraiment, ce qui me fait rester ici, c'est que je pense que ça peut aider les gens, le cycle haussier qui s'en vient. Puis certaines technologies. Mais la corruption de ce que je vois des cryptos, ça commence à ronger un point qui me dérange, pour être honnête, là. Puis je pense de prendre un peu de recul pour revenir va me faire du bien à la fin de ce cycle-ci, là. C'est vraiment le plan. Je vais aller jusqu'à la fin, c'est ça le plan, mais à un certain moment donné, je pense que après des années à faire chaque semaine des vidéos sur YouTube, je pense que ça va faire du bien. Ouais, non, t'as un track record qui est vraiment impressionnant, fait que merci encore pour ta posture et ton engagement pour la communauté. Là, si on revient justement sur le cycle, comment tu nous as parlé un peu de ton timing, ce que tu avais en tête, tu nous as parlé de tes narratives. On sait que tu t'es positionné tôt sur le début du cycle. Comment est-ce que tu prévois la sortie, justement? Est-ce que
Et puis peut-être question parallèle, est-ce que toi aussi tu es 100% crypto? Est-ce que tu as aussi de la finance traditionnelle? Est-ce que tu prévois de transférer des gains crypto vers la traditionnelle? Est-ce que tu auras toujours de la crypto parce que c'est ce qui t'a mis sur la map? Comment tu gères tout ça? Beaucoup de choses, désolé. Ouais, c'est c'est bon, c'est une bonne Arrange-toi question avec parce que c'est une question, je pense, que les gens se posent de comme quoi faire en fin de cycle. Moi, de mon côté, j'ai à peu près comme 50%. Ben là, ouais, c'est sûr que ça a beaucoup monté. J'ai investi à peu près 50% de ma valeur nette dans les cryptos, mais là, avec les montées, c'est plus que ça maintenant, à cause des pourcentages. Puis j'ai réinvesti dans la correction aussi. Mais ce que je vais faire en fin de cycle, c'est sûr que si on a un cycle comme les précédents, que les altcoins font du x20, du x30, c'est évident qu'il va y avoir une correction. Fait qu'il n'y a pas d'intérêt à garder surtout les montants qui vont être là, parce qu'à un certain moment donné, quand ça fait plusieurs cycles qu'on vit, c'est des montants qui peuvent être utilisés pour d'autres choses. Fait que c'est sûr que je vais en transférer dans la vie réelle pour d'autres choses. Pas seulement rester en crypto, mais c'est clair que je vais rester investisseur crypto parce que je comprends ce marché-là, je vis dedans depuis des années, je pense aux crypto tout le temps, là, pratiquement. Là. Ça fait que je sais que je peux encore faire des gains là-dessus, mais en fin de cycle, vraiment important de prendre des profits parce que un bear market, ça peut durer longtemps, puis c'est dur pour le moral, surtout quand on a des gains qu'on aurait utilisés pour faire d'autres choses avec. Puis je pense que c'est important de faire d'autres choses avec, parce que overall, en fin de cycle, si on arrive à des x30, une correction de moins 50%, moins 70%, ça peut arriver en quelques semaines. Là. Donc, tous les rêves que certains peuvent avoir peuvent disparaître comme ça. Fait qu'à un certain moment donné, quand on a de l'argent qui peut être utilisé pour des idées qu'on a, let's go. Puis il va toujours y avoir une autre opportunité. C'est ça que j'ai compris dans le marché. À force d'analyser le marché, j'ai vu qu'à chaque 10 ans, il y a une opportunité de faire entre x10 à x100. Là. Comme dans les années 90, c'était Internet. Dans les années 2000 à 2010, on avait les techs. On avait les métaux précieux. Maintenant, depuis ce temps-là, c'est les cryptos. On va avoir l'intelligence artificielle à partir de maintenant qu'on peut encore faire des x10. Il y a toujours un autre truc. Là. Donc, ça sert à rien d'être pressé avec l'investissement. Puis c'est ça. Quand on fait des x10, x20, x30, ben, faut dégager de là. C'est insoutenable. C'est vraiment insoutenable. Puis ça, je l'ai appris avec le temps. Faut prendre des profits puis faire d'autres choses avec. Ou attendre, patiemment, pour la correction puis réinvestir. Parce que je pense que probablement, si on suit les cycles 2026, ça va être un moment exceptionnel si ça suit les cycles pour racheter, surfer ça peut-être une dernière fois avant que les robots prennent le contrôle. Et qu'on parte dans la matrice. Ouais, c'est un bon conseil que tu donnes honnêtement sur les gains. Et est-ce que toi, tu as commencé déjà à sortir ou est-ce que, comme j'ai l'impression qu'en tout cas, beaucoup de gens disent, là, pour l'instant, on n'a rien vu encore. Bitcoin est à peine venu chercher un nouvel ATH. Les altcoins, Ethereum, Solana n'ont toujours pas fait un nouvel ATH. Donc, toutes les altcoins, la plupart, à part quelques-unes, bien sûr, qui se sont démarquées. Est-ce que toi, tu attends un niveau précis? Est-ce que tu as des niveaux techniques que tu surveilles à partir duquel tu vas commencer à sortir tes jetons? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais de façon constante, de façon quasiment temporelle? Ouais, là, j'ai changé de stratégie. En fait, la correction de mi-cycle, ça faisait... J'en parlais depuis longtemps. Dans le groupe, on savait que ça allait arriver, mais le problème, c'est que j'ai fait une stratégie qui suivait les cycles précédents. Là. J'investissais des gains dans d'autres plus petites cryptos. Fait que ça fait en sorte que j'étais encore exposé au marché des cryptos à 100% de mon portfolio quand on a eu la correction, en pensant qu'elle allait être moins profonde. Mais là, je réalise qu'on a vraiment un shift dans ce marché-là, là, que vraiment la liquidité va pas dans tous les projets, elle va vraiment dans certains projets qui sont choisis par la cabale ou certains... Non, pas le peuple, justement. Ouais, c'est ça. Et fait que ma stratégie, ça va être clairement de prendre des profits par palier, mais pas maintenant, vraiment pas maintenant. Moi, en ce moment, je pense que la stratégie qu'il faut faire est ici, là. Buy the dip. Là. Ah ouais. C'est ça en ce moment pour moi. Puis à un certain moment donné que ça va être le temps de prendre des profits, mais pour l'instant... je suis dans le camp de ceux qui pensent qu'on n'a rien vu. Et alors,
Du coup, moi aussi, je suis dans ce camp-là. Est-ce que tu as des indicateurs précis, enfin particuliers en tout cas, que tu utilises à chaque cycle pour pouvoir déterminer plus ou moins soit une correction, soit une zone de top ou des trucs qui vont te mettre en alerte justement? Ouais, on a plusieurs. Dans Crypto Recherche, là, on a, on en suit à peu près 25. Puis on fait une corrélation entre eux. Là, quand tous vont indiquer la même chose, ça va être vraiment le temps de prendre des profits. Puis non seulement il y a ça qu'on va suivre, c'est les indicateurs on-chain, trading, social, puis macroéconomique. C'est les 4 catégories qu'on a là, pour les indicateurs. En plus de ça, il va y avoir des cibles de prix par crypto. Là. On s'entend que même si, je sais pas, là, on a des indicateurs qui flashent pas au rouge, mais que certaines cryptos ont fait x100 dans le portfolio, ben à un moment donné, ça va, là, on peut prendre des profits. Fait qu'il va y avoir des cibles par crypto aussi, crypto par crypto, selon leur prix individuellement, puis il va y avoir des cibles selon le cycle avec les indicateurs. Fait qu'on a seulement 2 catégories, cible par le prix, cible par le temps et indicateur. Ça va être ça les 2 grosses sphères pour prendre des profits. D'accord. Nice. Paul, là, je pense qu'on a pas mal parlé du marché. Là, je veux m'intéresser un peu plus à l'homme que tu es, au guerrier que tu es. Je vais rester dans les mots que tu utilises. Je vois que tu as vraiment à cœur de partager avec la communauté. Je suis curieux de savoir s'il y a une expérience de vie, quelque chose que tu as vécu à un moment donné qui t'a autant forgé ce caractère-là et cette motivation. Parce que comme tu dis, c'est pas que du comment dire, c'est pas positif tout le temps. Des fois, tu manges de la marde dans les commentaires, t'as plein de trucs. Donc, te voir continuer malgré cette, on va dire toute cette adversité-là. C'est quoi l'expérience qui t'a forgé ce caractère-là? Ah, il y en a eu plusieurs qui m'ont marqué. Ben déjà, j'ai le désir en crypto que les gens vivent pas ce que j'ai vécu dans mon premier cycle. C'est de rider la hausse et la baisse. Puis ça fait mal, honnêtement. Je pense qu'on a tous fait ça. Hein. Toute cette erreur, on l'a tous fait. Toutes. Ouais, ben, j'ai le désir de pouvoir contribuer à ça, là, si je peux aider à ma manière les gens pour ça. Puis j'ai toujours été... j'aime aider les gens. J'en retire une satisfaction. Là. Dans mon métier d'origine, avant d'être en crypto investisseur, c'était infirmier et clinicien en santé mentale. Je pense que ça l'a beaucoup aidé de faire de la santé mentale parce que je réalise que le marché, c'est presque la même chose. Puis, ouais, puis l'autre point aussi, ça m'est arrivé de tout perdre. Puis c'est comme un truc qui est une mémoire vivante que je peux revenir à ces sentiments-là, puis ça me donne envie de faire plus que juste être... Quand je travaillais comme infirmier, à un moment donné, j'étais écœuré de ce que je faisais. Je sentais pas que j'aidais vraiment les gens. Je sentais que je gavais les gens de pilules, puis je les aidais pas vraiment. Parce que j'ai compris la machine du système pharmaceutique. Puis je trouve que je peux vraiment aider avec les cryptos en ce moment. Je sais pas encore pour combien de temps. Fait que c'est ça qui me drive pour l'instant. Puis ce qui est l'expérience qui m'a vraiment... que je reviens toujours à la source, c'est quand j'ai tout perdu à un certain moment donné. 3 fois. Et mais une fois qui était plus grosse parce que j'avais un certain montant qui aurait pu changer ma vie, mais à la place, j'ai fait quelques mauvais investissements. Puis je reviens à ça, puis je me dis, si je peux aider les gens à pas vivre ça, let's go. Fait que, ouais, je te dirais, c'est ça. Nice, super. Et dans la même veine, pour ceux qui nous écoutent, qui en sont à leur premier cycle, est-ce que tu as des conseils, quelque chose que tu peux donner pour les aider au mieux justement dans cette quête-là? Ouais, ben, allez-y tranquillement, là. Il n'y a rien qui presse. Il n'y a rien qui presse. Ça, c'est vraiment important. Renseignez-vous, comprenez ce que vous faites, là. Investissez pas de l'argent que vous comprenez rien parce que quelqu'un le dit sur YouTube. Comprenez vous-même, il faut que ce soit véritablement, vous le sentez, que vous comprenez le truc que vous faites avant de mettre de l'argent dans quoi que ce soit. Puis déjà, juste en comprenant ça, ben, ça va aller mieux que de faire du n'importe quoi, là. Fait que ça serait le truc primaire que j'aurais à dire. Puis l'autre truc, c'est que, comme on a dit tantôt,
il va y avoir d'autres investissements. Si c'est pas maintenant, ça va être plus tard, mais comprenez ce que vous faites. Puis, c'est ça, les médias, les gens vont essayer de vous influencer d'une manière ou d'une autre, mais ne cédez jamais à le FOMO d'investir parce que c'est maintenant, t'as 2 semaines pour investir, sinon ça marchera pas. Ben, si c'est ça, si faut être pressé, touchez à rien. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut comprendre que si il faut se former, il faut avoir des connaissances, il faut comprendre ce qu'on fait, il faut comprendre le projet, mais il faut aussi avoir des connaissances cycliques et des connaissances en investissement quand même un minimum. Et si tu n'as pas ces connaissances, si on est en bear market ou en période d'accumulation, tu as le temps de te former, tu as le temps de prendre ton temps, etc. Si on est en bull run au moment où on te dit qu'il faut investir, passe ton chemin, profite de ce bull run pour apprendre, pour tout mettre en place, vois justement les énormes gains qui sont possibles de faire, vois la volatilité du marché, mets en pratique tout ce que tu es en train d'apprendre, mais n'investis pas ton argent, fais-le en virtuel si tu veux, mais ne l'investis pas. Attends qu'on retombe en marché baissier d'une part, mais surtout attends d'avoir acquis et compris toutes ces connaissances, parce que sinon, c'est le meilleur moyen de se planter, parce que si on t'a dit d'acheter vite maintenant, tu vas le faire, tu vas rien comprendre. Qui c'est qui va te dire quand c'est qu'il faut vendre? Tu vois, si tu comprends pas par toi-même comment ça marche, tu vas te faire avoir à tous les coups. Ouais, exactement. Puis de le faire à sa façon, là. La façon qui nous convient, là, c'est que souvent le vite, c'est un peu comme n'importe quoi, là. C'est ça qui amène les gens dans des scams, l'appât du gain, investir dans une compagnie qui est vide. C'est patience. Exactement. Puis ça nous fait perdre tous nos moyens. On n'est plus capable de réfléchir quand on est dans une situation de stress. Et puis, si tu comprends pas, je comprends pas que tu puisses y aller, quoi. Non, c'est ça. Ouais, puis on l'a dit avec Alex aussi, se former effectivement, développer une indépendance d'esprit pour pas être justement tributaire d'un influenceur qui même un bon influenceur qui ferait de son mieux pour partager, ça se peut qu'il soit pas là exactement au moment pour te le dire ou quoi que ce soit. Donc chacun de bien prendre sa responsabilité, de gérer ses propres investissements et aussi, je pense, de définir c'est quoi son hedge. On a tous un léger avantage et il faut miser dessus. Il y en a qui font de l'argent avec des airdrops, il y en a qui font de l'argent avec du trading, il y en a qui font de l'argent parce que c'est des têtes dures et qu'ils achètent et qu'ils gardent pendant des années et qui sont capables de vendre au bon moment. Il y a plus de 1000 façons de faire de l'argent en crypto, mais il faut trouver sa façon à soi et s'y tenir, quoi. Et puis, qui nous convient selon notre psychologie. Justement. C'est exactement ça. Et puis notre profil d'investisseur. Je veux dire, on est 3 ici, il y en a pas un qui a le même profil d'investisseur. Donc ça, c'est hyper important. Si tu suis quelqu'un qui a pas le même profil d'investisseur que toi, si toi t'es plutôt conservateur et que tu suis une personne qui est agressif, c'est le meilleur moyen de tout perdre. Ouais, vraiment. Vraiment, parce que tu seras pas capable de supporter la volatilité ou les mouvements tellement rapides que voyons, j'aime pas ça, je me sens toujours stressé. Ben, si on s'en sent stressé en investissement, il y a quelque chose qu'on fait pas correct. Il faut revoir la stratégie. Ouais, 100%. Alors, écoute, c'est des très bons conseils. Merci infiniment pour ton temps, Paul. C'est très, très apprécié. Les gens qui t'ont découvert sur cet épisode, j'en doute, mais mettons qu'il y a des gens qui t'ont découvert, quel est le meilleur moyen de te rejoindre ou de suivre ce que tu fais? C'est de suivre ma chaîne Paul Crypto Formation sur YouTube ou sur Twitter. Vous allez pouvoir voir ce que je pense du marché à chaque semaine. Tous les liens seront en description. Donc, merci encore une fois à tous les deux et merci à vous qui nous avez écoutés jusqu'ici. On espère que vous avez trouvé de la valeur dans cet échange. On vous invite à liker l'épisode, à nous laisser des commentaires aussi. On prendra le temps de répondre à tout le monde. Des bons commentaires. Pour les bons commentaires. Pour Paul, sur les autres vidéos, mettez d'autres mauvais commentaires si vous voulez, mais pour Paul, ça fait marcher les algorithmes, ça fait marcher les algorithmes. Moi, maintenant, je prends tout. C'est bon, mais on garde que le meilleur à la fin de la journée. Donc, encore une fois, merci à tout le monde et puis au plaisir. Merci beaucoup. Ciao. Bye.